Cyril Melka, sans divan. Bonjour ou bonsoir, ça dépend un petit peu de là où vous vous trouvez et à quelle heure il est chez vous. Euh, Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais terminer en beauté, si je peux dire ça comme ça, parce que c'est l'avant-dernier webinaire de la saison. Après le prochain, je vais arrêter et je ne reprendrai qu'au mois de septembre. Et j'étais assez branché sur les théories du complot. Maintenant, le problème des théories du complot, c'est que, comme vous allez le voir, il y a beaucoup d'éléments là-dedans, en plus de l'élément psychologique. Et je me suis dit, je ne vais quand même pas vraiment pouvoir traiter les théories du complot seulement sur le plan psychologique. Il y a toute une continuité, il y a des éléments sociaux, il y a des éléments culturels, il y a des éléments historiques. Et si je me contente du côté psychologique, ça va être en fin de compte amputer l'histoire de beaucoup d'éléments qui sont très importants à voir et à prendre en ligne de compte. Ce qui m'a branché sur les théories du complot, c'est qu'il y en a beaucoup, que ça se partage énormément par Facebook, les réseaux sociaux, Internet, ce que vous voulez, que les gens disent un petit peu n'importe quoi et que ça peut des fois aller très loin. Les dernières théories du complot ont quand même, peuvent participer à l'éradication de peuples de la face de la Terre. Donc ça peut aller très très loin, ces théories du complot. Et c'est en train de revenir à la mode d'une façon un petit peu dangereuse. Donc, je me suis dit que la meilleure des choses à faire, c'était donc d'informer autant que possible afin que les gens puissent d'eux-mêmes voir un petit peu ce qui tient debout et ce qui ne tient pas debout. Dans cette première partie, nous allons voir le côté historique. On va voir certaines des histoires, bien entendu, mais on va surtout voir le côté historique de l'histoire. Et puis, je vais finir par les explications sociologiques de cette théorie du complot. Euh, il faut savoir que les réponses sociologiques et les réponses psychologiques vont main dans la main. Enfin, il n'y a pas une solution, il n'y a pas qu'une explication, il y a plusieurs explications. Et donc, les explications psychologiques, ce sera le sujet des théories du complot deuxième partie que nous aurons donc d'ici une quinzaine de jours. Alors, pour démarrer les exemples, un exemple qui est relativement récent, c'est ces théories du complot sur l'incendie de Notre-Dame. Je ne sais pas si vous avez vu à l'époque sur les réseaux sociaux ou autres cette image où on peut voir donc la pointe de Notre-Dame en feu, en flammes, et puis donc juste à côté, il y a une silhouette qui est en fin de compte juste à côté. Le plus souvent, elle est entourée pour vraiment qu'on la loupe pas. Et puis, il peut y avoir différents commentaires. C'est qui ça? Mais qu'est-ce qu'il fait? Qui c'est? Etc. Et je me souviens que je l'avais vu sur le Facebook d'une personne que je connais. Et je lui avais dit, mais enfin, bon, maintenant, je ne sais pas quelle est l'explication de cette forme. Mais je ne sais pas si tu t'imagines combien de milliers de degrés il y a sur ce toit et une personne debout à côté, si proche des flammes, même dans une combinaison d'amiante, le mec, il dure pas 20 secondes. Réfléchissez un petit peu. Mais non, apparemment, c'est quand même parti sur les réseaux sociaux pendant longtemps, jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'était en fin de compte une statue qui avait d'ailleurs survécu à la Révolution française, mais qui donc n'a pas survécu aux flammes. Dans le commentaire que vous pouvez voir sur ce Twitter, c'est en anglais et donc le commentaire dit qu'il ne serait pas surpris si l'incendie de Notre-Dame était un travail insider job, c'est-à-dire donc un travail de l'intérieur de chez Macron et de ses partenaires ou de ses chefs, c'est-à-dire les Rothschild. Là, on touche encore, bien entendu, le complot judéo-maçonnique. Bon, il n'a pas parlé des francs-maçons, mais bon, on y arrivera. Mais c'est la définition des complots
ou de cette fameuse théorie des complots, ou complotistes, comme on s'appelle, il y a plusieurs définitions, mais celle qui est la plus utilisée, qui va être celle sur laquelle on se réfère le plus lorsqu'on parle des théories du complot, c'est celle de Peter Knight de l'Université de Manchester, et qui donc décrit une théorie complotiste comme un récit théorique, c'est-à-dire donc qui n'a pas de preuves. Généralement, dans les théories du complot, vous allez voir, il y a des on-dit, il y a des choses comme ça, c'est très théorique, mais il n'y a pas de preuves tangibles. Donc c'est un récit théorique qui se prétend cohérent et cherche à démontrer l'existence d'un complot entendu comme le fait qu'un petit groupe de gens puissants se coordonnent en secret pour planifier et entreprendre une action illégale et néfaste affectant le cours des événements. On aura toujours, à la base d'une théorie complotiste, un petit groupe de gens puissants. Ça va être, ça va être les juifs, ça va être les musulmans aussi, pourquoi pas. Ça va être les banquiers, ça va être les scientifiques, ça va être les laboratoires. Enfin bref, ça va être un petit groupe de personnes secrètes, mais ça va généralement être un petit groupe bien défini. Et donc, je continue la définition. La conspiration secrète, civile, criminelle ou politique visée par la théorie du complot agirait généralement dans l'objectif de détenir ou de conserver une forme de pouvoir, politique, économique ou religieux. Et c'est en fin de compte, comme on va le voir un petit peu plus loin, une des raisons vitales du complot. C'est-à-dire que, en fin de compte, ces complotistes, ils ne pourront jamais vraiment arriver à leur fin, parce que déjà parce que du fait où ils n'existent pas, ils ne peuvent pas, mais s'ils y arrivaient, ça serait la fin du complot. Et donc, quand on parle de cette théorie du complot, on va suivre également une transformation, comme on va voir d'ici un instant. Si la théorie s'écroule pour une raison ou pour une autre, eh ben, on va tout simplement changer les joueurs du complot pour que le complot puisse continuer à vivre. Mais généralement, c'est toujours une explication très, en apparence, cohérente, et c'est toujours une raison qui vient d'un petit groupe. On sait, comme dans tout changement historique ou dans tout gros changement, qu'aucun de ces changements n'est arrivé à cause d'un groupe. Il y a toujours eu plusieurs éléments, historiquement parlant, qui ont changé le cours des choses. La théorie du complot, elle parlera en général d'un groupe. Alors, ça peut être un groupe homogène ou ça peut être un groupe composé de quelques groupements, comme les judéo-maçonniques, qui est donc et les juifs et les francs-maçons. Mais généralement, on va placer ces gens-là dans un ou deux groupes et pas dans toute une myriade de groupes et d'éléments qui, en fin de compte, sont généralement la raison de différents changements que l'on a vécus. Lorsqu'on arrive dans ces fameuses théories, on remarquera que on ne peut pas, et ça j'en reparlerai un peu plus en détail dans un instant, qu'on ne peut pas faire bouger la personne qui a ces théories. C'est-à-dire que si on essaye de démontrer qu'il n'y a pas de complot, que c'est quelque chose qui est totalement débile, et ben ça sera tout simplement interprété ou bien comme si on ne savait pas de quoi on parlait, ou bien tout simplement qu'on est dans le coup. En fin de compte, il n'y a aucune façon de faire bouger la personne. C'est-à-dire que si par exemple on part de cette théorie du complot que les vaccins donnent différentes maladies, l'autisme, etc., 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 c'est une théorie qui a vu le jour aux États-Unis. C'était un médecin qui a raconté un petit peu n'importe quoi, qui d'ailleurs depuis a été déchu de l'ordre des médecins, mais qui c'était un petit peu trop tard, la boule de neige était lancée, et donc si on lui disait mais non, les scientifiques ont pu prouver que c'est pas vrai. Enfin, il y a des études qui prouvent que les vaccins ne donnent pas l'autisme, ne mènent pas à l'autisme et que ça n'a rien à voir. Mais on va dire bah oui, mais c'est normal, les médecins ils se tiennent tous, ils vont pas dire le contraire. Vous voyez ce que je veux dire? Pour ainsi dire, vous êtes un peu bloqué parce que, pas tout à fait comme on le verra un petit peu plus tard, mais presque, parce que
quoi que vous disiez, de toute façon, ça ne fera rien bouger. Les explications, qu'elles soient officielles, qu'elles soient scientifiques, que ce soit des preuves, etc., tout ça, ça va être mis dans le même sac de la théorie du complot. Et donc, le théorétiste, si on veut dire ça comme ça, eh ben pour lui, il va chercher à trouver, et il va trouver un seul responsable, que ce soit une personne ou que ce soit un groupe. Les, euh, les historiens s'accordent à dire, en fin de compte, que la première théorie du complot proprement dite, elle est française. Et ben voilà, on en a de la chance. Et c'est une théorie du complot qui est apparue à la fin du XVIIIe siècle. C'était à propos de la Révolution française, et ça venait d'un livre qui avait été écrit par donc l'abbé Augustin Baruel, et qui s'appelait Mémoire pour servir à l'histoire du jacobinisme. Et donc, elle partait du principe que la Révolution française, parce que ça venait, donc ça s'était écrit en 1798, donc une dizaine d'années après la Révolution, presque. Euh, et donc pour lui, c'était pas la révolution, c'était pas le résultat d'un mouvement populaire spontané. C'était plutôt le fruit d'une conspiration antichrétienne. Et dans son livre, on pouvait trouver tous les éléments que l'on retrouve toujours aujourd'hui dans les théories du complot moderne. C'est-à-dire, c'est une espèce d'idéologie réactionnaire. On peut voir qu'il y a une subjectivité, parce que le bonhomme, il a son ordre du jour et il a son idée bien dans les règles. Et donc, il camoufle un petit peu tout ça dans une fausse objectivité en donnant des contre-arguments et en argumentant, etc. Et puis, on y trouve généralement un langage relativement haineux. Avant ça, il n'y avait pas vraiment de théorie du complot. Il y a eu des massacres sur les protestants, des massacres sur les juifs, sur d'autres personnes, mais ce n'était pas vraiment une théorie du complot. C'était relativement direct. Avec la Révolution française, il y a quand même eu une humanisation de tous les hommes, ce qui fait que pour ce qui était de poursuivre toutes les différentes minorités, ça s'est calmé un petit peu, puisqu'on était tous devenus frères, on était tous citoyens, etc. Donc, tout ça s'est passé un petit peu en arrière-plan. Et donc, il fallait bien qu'il y ait un coupable pour ce changement dans cet ordre du jour. Et donc, les coupables, alors, ils changeaient un petit peu. Donc, la Révolution française, pour eux, c'était impossible que ce soit quelque chose de spontané. C'était nécessairement quelque chose qui était un coup d'État, qui avait été planifié. Et ça, tout le monde était d'accord, enfin, dans certains milieux. Mais par contre, là où on n'était pas trop d'accord, c'était qui étaient les groupes ou les groupements qui étaient derrière tout ça. Alors, c'était les clubs politiques, c'était la loge maçonnique, puis ils allaient un peu plus loin. C'était un coup des Anglais, c'était les Prussiens, c'était les Rosicruciens, les Templiers, enfin bref. Tout ça a été un petit peu mélangé. Les gens n'étaient pas tout à fait d'accord. Ça fait un peu penser à ces chemtrails. Vous savez, ces chemtrails, c'est en fin de compte la vapeur qui sort des réacteurs des avions quand ils sont dans l'air et qui font cette espèce de traînée blanche derrière eux. Alors pour certains, ce sont des produits chimiques et là où ils sont tous d'accord sur le fait que ce sont des produits chimiques qui sont destinés à nous rendre malades pour une raison plus ou moins obscure. Mais là où ils sont plus trop d'accord, c'est qui et pourquoi et qui sont les responsables. Alors ça peut être ça peut être les mecs de droite, ça peut être les mecs de gauche, ça peut être les laboratoires, ça peut être un tel et un tel, des communistes, Trump, ce que vous voulez. Enfin bref. Après, on y met un petit peu ce qu'on veut. Et là, on pouvait déjà voir ces éléments dans cette histoire de révolution. On pouvait déjà voir ces éléments qu'on a toujours aujourd'hui, où on est sûr que c'est un groupe, on est sûr que c'est un complot, mais là où on n'est plus trop d'accord, c'est qui est-ce et pourquoi. Maintenant, le problème donc de la Révolution, c'est que après la Révolution, il y a eu une ère très très incertaine, très indécise, beaucoup d'indécisions. Je ne sais pas si vous avez eu la Révolution à l'école, mais la Révolution française
extrêmement compliqué avec tous ces groupements qui se tiraient dessus. Enfin bref, c'était un beau bordel. Ce qui fait que on ne pouvait plus dire ça a été formaté par un groupe, parce que si ça avait été fomenté par les Anglais, pourquoi est-ce que les Anglais n'avaient pas pris le contrôle? Si c'était la loge maçonnique, pourquoi est-ce qu'ils n'avaient pas pris le contrôle? Pourquoi est-ce que tout ça c'était en train de partir en digue-digue? Donc, là, on s'est dit, bon, voilà, ça marche plus, quoi. La thèse du complot faite par les États ou par différents États ou des régiments de la guerre d'Amérique, enfin bref, des trucs dans ce genre-là, ça ne tenait plus debout. Donc, on a commencé à inclure les arrière-loges, les pouvoirs cachés. Et c'est comme ça qu'ils sont, en fin de compte, entrés dans le jeu. Et c'est là vraiment où on a commencé à parler des sociétés secrètes, qui étaient donc les sociétés secrètes, les complots maçonniques, tous les Illuminati. Et puis tout d'un coup, c'est les jésuites aussi qui sont revenus sur le haut de la scène. Donc, petit à petit, on a commencé à inclure ces différentes sociétés secrètes et ces pouvoirs cachés. Et donc, quand on commence à arriver là-dedans, donc, on arrive à un moment donné où là, il faut qu'on se déplace un petit peu vers l'Est, c'est-à-dire vers la Russie et vers les changements qu'il y avait à cette époque, et donc la naissance du communisme, le travail de Karl Marx, etc. Et donc, en ce temps-là, donc, la naissance du communisme a également été vue comme un complot. Parce que c'était aussi quelque chose qui venait à bouleverser. Voilà, ils avaient foutu le bordel en France avec la Révolution, puis maintenant ils commençaient aussi avec la Russie, etc., etc. Si on revient donc un petit peu en ce temps-là, où on avait entre autres donc Marx qui écrivait sur son manifeste et qui faisait son travail, et il avait dira-t-on un concurrent qui s'appelait Mikhail Bakounine, et donc lui il avait eu il était assez vindicatif envers Marx, et il était rival dans la lutte pour la direction de la Première Internationale. Et malheureusement, donc, il n'a pas pu prendre la tête de la Première Internationale. Et donc, du coup, lui, il s'est mis à commencer à intégrer la théorie du complot, à prendre cette théorie que, apparemment, donc, on lui avait enlevé le pouvoir parce que c'était quelqu'un où il y avait quelque chose qui était muet par d'autres intérêts. Et donc, bien entendu, il y avait un pôle capitaliste, il y avait un pôle communiste marxiste, et donc c'est dans ce travail qu'il a commencé à dire, ok, il y a donc un complot juif pour une domination universelle. On a le pôle capitaliste, c'est donc la banque Rothschild, et puis on a le pôle communiste marxiste, donc Marx, et ça veut dire c'est donc les deux côtés, les deux faces de la secte exploitante. Donc tout ce monde juif constitue une secte unique, exploitante, et donc ça est composé d'un côté de Marx, donc son rival, et puis d'autre part de Rothschild, parce que comme le socialisme est autoritaire et que le communisme marxiste exige une forte centralisation de l'État, eh ben, là où il y a une centralisation de l'État, il doit nécessairement y avoir une banque centrale. Et là où il y a une telle banque, eh ben, c'est la nation juive. Et donc, c'est comme ça qu'à la charnière du XXe siècle, on voit réapparaître les Juifs dans toutes ces théories du complot qui sont donc injectées avec les francs-maçons dans ces fameux protocoles des sages de Sion, qui ont d'ailleurs réapparu sur l'avant de la scène il n'y a pas tellement longtemps avec le livre de Dan Brown, donc sur la Joconde et ouais, ça on y reviendra. Mais bon, à cette charnière, donc, le protocole des sages de Sion, c'est donc un faux document qui a été mis au service à l'époque de l'antisémitisme russe pour
pour justifier, encourager les pogroms. Et puis, par la suite, il a donc été repris par Adolf Hitler dans Mein Kampf, explicitement, pour monter en puissance jusqu'au moment où on sait très bien comment tout ça s'est terminé. À la fin de la guerre, une fois tout ça terminé, avec la disparition du régime de Vichy, les théories donc de l'antisémitisme sont discréditées en France après cette période. Même si donc la France, justement à cause de toute cette histoire de théorie du complot pendant toutes ces années, justement, c'est resté un terreau fertile pour différentes théories. Mais ça se calme un petit peu donc dans la période de l'après-guerre, jusqu'au moment à peu près où Kennedy est assassiné, en 1963. À cette période, on recommence à reprendre un petit peu certaines théories, un petit peu, en se disant mais comment est-ce que Lee Harvey Oswald a pu faire ça? Il y a eu 3 balles, non, il n'y en a eu qu'une, enfin bref, il y a pas mal de théories commencent à remonter à la surface, et en fin de compte, ce complot Kennedy, on va en parler longtemps, pendant une vingtaine d'années, on en parle d'ailleurs toujours, mais pendant une vingtaine d'années, c'est, pourra-t-on dire, presque le seul complot qu'on a eu à se mettre sous la dent jusqu'aux environs des années 80. Et là, grosse explosion de tout complot, enfin, de toute théorie du complot. Il y a cette époque des morts prétendument suspectes, donc il y a eu Robert Boulin, Daniel Balavoine, John Lennon, Coluche, enfin bref. Puis après, on continue dans les années 90, Pierre Bérégovoy, Lady Diana. Là, après, c'est presque toute mort devient suspecte si elle est un peu trop simple ou si elle est inattendue. Boum, on commence à élaborer des théories. Les choses prennent vraiment beaucoup plus d'ampleur aux environs donc du XXe siècle, 21e siècle, excusez-moi, au départ du XXIe siècle, après les attentats du 11 septembre. Je m'en souviendrai toujours, ça faisait pas tellement longtemps que c'était arrivé, et ça faisait pas longtemps qu'on habitait la France, donc il y avait beaucoup de choses qu'on connaissait pas vraiment très bien. Et je me souviens que la première fois où j'ai entendu parler de ça, c'était notre agent d'assurance, Laurent, qui s'appelait, et on était devenus copains en fin de compte, donc on se tutoyait et tout. Et c'est lui qui nous a parlé de cette effroyable imposture. C'était un livre qui avait été écrit par un bonhomme qui s'appelait Thierry Messant, d'ailleurs qui est président du réseau Voltaire. Et donc, d'après tout ça, il y avait plein de trucs qui prouvaient que c'était la CIA qui était derrière tout ça, que c'était c'était un complexe, une mise en scène montée par un complexe militaro-industriel. Enfin bref, il y avait tout un tas de théories qui nous avaient pris beaucoup de cours, parce que nous, à l'époque, on avait vu le 11 septembre se produire sous nos yeux, puisqu'on était à la maison, et on a pu allumer la télé dès que ça s'est passé, puisqu'on travaillait déjà à la maison à ce moment-là. Et nous, ça nous paraissait un petit peu gros que ce soit arrivé comme ça. Enfin, c'était un complot, c'était quand même un petit peu bizarre. Et par la suite, d'autres personnes s'en sont mêlées. On a eu Marion Cotillard, qui, d'après elle, les tours du 11 septembre, elles étaient bourrées d'or, c'était un coup fratune, enfin bref. Elle a aussi parlé de différentes théories, comme quoi les Américains n'auraient jamais marché sur la Lune. Il y en avait d'autres qui disaient que c'était parce que c'était trop cher de faire des travaux, il était plus facile de les détruire. Des personnalités comme Jean-Marie Bigard, comme Mathieu Kassovitz s'y sont mis. Enfin bref, un petit peu comme si tout d'un coup les acteurs, des personnes en fin de compte qui n'ont aucune connaissance sur comment on bâtit des tours et comment volent les avions, commençaient tout d'un coup à nous expliquer que tout ce qui s'était passé, en fin de compte, ne s'était pas passé, ou qu'il y avait une théorie ou quelque chose derrière tout ça. Et c'est donc là où on en est plus ou moins aujourd'hui, avec quelques petits changements, bien entendu, quelques petites définitions supplémentaires. Mais en gros, c'est là où on en est en ce moment au XXIe siècle. Donc
depuis la Révolution française, avec un petit peu de haut et des bas, ça a été le développement de toutes ces différentes théories. Alors maintenant, ces théories du complot, maintenant on en fait des films, on en fait des séries qui sont devenues très populaires, les X-Files, comme on les appelle. Donc, toutes ces, toutes ces théories sont presque devenues folkloriques et sont presque devenues au quotidien. Et c'est donc un petit peu, peut-être aussi un peu pour ça, comme c'est devenu une partie de notre héritage, que près de 25% des Français croient à au moins une théorie de conspiration. Ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même beaucoup. Maintenant, quand on parle de la méthodique, de la construction de ces théories du complot, on va dire qu'elles sont basées sur un petit peu, ou elles ressemblent un petit peu à ce qu'on appelle la méthode hypercritique. C'est-à-dire que la personne qui pratique la théorie du complot ne va se fonder que sur les points qui vont valider sa théorie ou qui vont contredire l'explication adverse afin de bloquer toute contre-argumentation. Et en plus, on va assister à ce qu'on appelle un renversement de la charge de la preuve. Alors, renversement de la charge de la preuve, c'est une méthode qui est utilisée régulièrement. Elle est régulièrement utilisée en fin de compte par les sectes, c'est pour ça que je la connais, puisque j'ai quand même pas mal travaillé contre elle. Et c'est en fin de compte, au lieu de prouver ce que l'on croit ou ce que l'on avance, on vous demande de prouver le contraire. Et si vous ne pouvez pas prouver le contraire, c'est parce que ma théorie est vraie. En gros, cela voudra dire que on vous dira, eh ben, écoute, prouve-moi que le monstre du Loch Ness n'existe pas. Si tu peux me prouver qu'il n'existe pas, si tu ne peux pas me prouver qu'il n'existe pas, eh ben, ça veut dire qu'il existe. Et comme il est difficile, voire impossible, de prouver que quelque chose n'existe pas, parce que vous pouvez lui dire, bah oui, mais on l'a jamais trouvé. Ah bah oui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là parce que tu l'as jamais trouvé. Ça veut dire qu'il se cache bien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on demande, on fait un renversement de la charge de la preuve et on demande, au lieu de prouver que ce que l'on dit existe, on demande donc de prouver l'inverse, ce qui est totalement un non-sens. Et donc, tout ce point de vue de cette théorie du complot, cette certitude que le complot existe, cela veut dire que toute analyse de toute argumentation, toute information va passer au travers de ce filtre. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation d'hypothèse. C'est un biais cognitif, ça on y reviendra plus en détail la prochaine fois, mais qui fait tout simplement que on se dit, bon, il y a cette certitude, ça c'est vrai, toute argumentation qui ira à l'encontre de ça, je la mets de côté, je ne la vois pas, et je ne garde que les informations qui peuvent confirmer mes dires. C'est ce qu'on appelle aussi un petit peu, c'est aussi un des éléments, c'est la théorie du millefeuille. Lorsque on bâtit un complot, on peut, pour revenir par exemple à l'incendie de Notre-Dame, vous allez avoir, je me souviens avoir vu aussi un truc sur Facebook, où il y avait quelqu'un qui disait « Je suis spécialiste de… » Maintenant, je ne me souviens plus de quoi, c'était un truc chimique plus ou moins, je ne sais pas trop quoi. Et je peux vous dire que les poutres de cette taille, ça ne peut pas s'enflammer comme ça, qu'il faut un tel et tel produit, et la couleur de la fumée prouve que tel et tel produit a été utilisé. Enfin bref, c'est un truc totalement… Mais jamais entendu parler de cette personne, jamais entendu parler de cette théorie, et je ne savais pas qui c'était. N'importe qui peut dire, moi je suis spécialiste des allumettes faites en Suède, et donc je dis que, etc., etc., allez prouver que ce n'est pas vrai. Avant de prouver que je ne suis pas spécialiste des allumettes faites en Suède, vous êtes obligé de faire un travail énorme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour contredire ces différents arguments, on est obligé, pour contredire une phrase, on est obligé d'en écrire 10 pages. Et c'est donc pour ça qu'on appelle ça la théorie du millefeuille, parce que dans ces différentes théories du complot, on va prendre plusieurs éléments de théorie
différentes, que ce soit dans le domaine de la physique, de la chimie, de la psychologie, ce que vous voulez. Et puis donc, on va prendre seulement ce qui nous intéresse, donc à travers de ce fameux biais, sans voir et sans prendre en compte les choses qui pourront donc contredire nos théories. Et puis, on va mettre tout ça dans un millefeuille en disant, ben voilà, ceci et cela arrive comme ça, etc., la couleur de la fumée, machin, truc et bidule. Ce qui fait qu'il ne vous faut pas un, mais plusieurs spécialistes pour pouvoir contredire la théorie. Et en plus, il faut une foule d'explications pour contredire un seul point. Et donc, généralement, les gens n'ont pas trop envie de se mettre là-dedans. Et donc, on laisse tomber, on laisse couler, et puis on laisse parler. Et c'est comme ça que ces fameuses théories continuent à se développer et à grandir. En gros, il y a 4 points importants et principaux que vous allez également... il y a Claude qui me dit « Je suis spécialiste des fraises ». Parce que dans la photo que j'ai montrée du millefeuille, il y avait des fraises. En fin de compte, ce n'était pas un vrai millefeuille, c'est un millefeuille japonais, d'après ce que j'ai compris. Il avait l'air très bon, d'ailleurs. Si vous pouvez en faire un comme ça, je suis prenant. Donc, rien n'arrive par accident. Donc, c'est-à-dire que tout a un but, c'est quelque chose qui a été prévu. Complot, me dit-il. Tout ce qui arrive est le résultat d'intentions ou de volontés cachées. Rien n'est tel qu'il paraît être, et tout est lié, mais de façon occulte. En fin de compte, on a ces 4 points qui sont, que vous allez retrouver dans toutes ces théories. À partir du moment où il y a quelque chose qui paraît être un accident, ce n'est pas un accident parce que rien n'est un accident. Ah. Donc, qui est derrière? Pourquoi? Du fait où rien ne paraît être comme il l'est et que tout est lié de façon cachée, etc. Donc, on entre encore plus profondément dans le truc et puis on bâtit sa théorie du complot. C'est ce qu'on appelle en psychologie une façon de fonctionner paranoïaque. Alors, ne pas confondre avec la paranoïa, parce qu'il n'est pas question ici de mettre une appellation psychiatrique là-dessus, mais c'est la même façon de fonctionner que la paranoïa. En disant, oui, mais c'est pas parce que je suis paranoïaque que ça ne veut pas dire qu'ils sont pas après moi, en fin de compte. Et donc, tout est bâti sur, justement, ces forces cachées, ces forces occultes qui nous laissent croire que les choses se produisent par hasard, alors que ce n'est pas le cas. Mais, dira-t-on, mais les complots, mais ça existe. Oui, exact. On en connaît quelques-uns. Il y a eu des cas de complots avérés, mais en fin de compte, il y en a très peu, et la plupart du temps, ils foirent d'ailleurs. On a comme un complot avéré et qui a réussi, il y a l'opération Himmler, qui avait été organisée par le Troisième Reich pour déclarer la guerre à la Pologne. C'était une opération commando qui avait été montée de toutes pièces à l'époque par les nazis. Et donc, ils ont simulé, en août 1939, ils ont simulé une attaque polonaise contre un émetteur radio situé à Gleiwitz, qui était donc à l'époque en territoire allemand. Et donc, ça a servi de prétexte pour déclencher l'invasion de la Pologne le 1er septembre. Et donc, c'est ce qui a entraîné l'Europe vers la Seconde Guerre mondiale. On a bâti d'ailleurs une théorie du complot basée là-dessus dans fin des années 60 en parlant de la guerre du Vietnam, où on a prétendu que les Américains avaient simulé une attaque vietnamienne sur un de leurs destroyers ou je ne sais plus trop quel genre de bateau de guerre qui l'aurait détruit, et donc ça a été l'excuse que les Américains ont pris pour aller en guerre au Vietnam. Or, c'est pas vrai. Il y a jamais eu les Américains n'ont jamais prétendu ça. La guerre au Vietnam s'est passée de façon tout à fait différente. Ça n'a rien eu à voir avec tout ça. Mais ça a été une théorie du complot. Et c'est même une théorie du complot qui se trouvait dans les livres d'enseignement au Danemark, puisque c'est là que je l'ai lu. Et c'est seulement plusieurs années plus tard que j'ai compris et que j'ai pu trouver les informations qui prouvaient en fin de compte qu'il n'y avait jamais eu de telle prétention du côté des Américains que leur avion que leur bateau avait été attaqué.
Il y a eu aussi donc l'opération Ajax, qui a été appelée. Et ça, c'était une opération qui avait été une opération secrète qui avait été faite par l'Angleterre, enfin les Royaumes-Unis et les États-Unis en 1953. Et ils avaient visé le premier ministre de l'Iran à l'époque, Mohammad Mossadegh, pour le remplacer par le général Fathullah Zahedi. On a quelques informations là-dessus, puisque la CIA a ouvert quand même ses archives, mais vu que les Anglais ne l'ont pas fait, on n'a pas encore tous les éléments. Mais tout ce qu'on sait, à part ça, c'est qu'elle a foiré cette opération. Les complots, c'est très peu utilisé pour la bonne raison que l'on ne peut pas prévoir les réactions des gens. Les théories complotistes partent du principe que, en fin de compte, si on fait ça, les gens vont réagir comme ça. Or, c'est totalement débile parce qu'on sait parfaitement que c'est pas vrai. Et c'est donc pour ça qu'on fait très peu de complots parce il y a trop d'imprévisibles. C'est trop inutilisable en fin de compte. L'explication sociologique, enfin les explications sociologiques, il y en a plusieurs, mais j'en ai relevé trois qui peuvent donner une partie de l'explication. Alors ces trois explications ne s'occultent pas l'une et l'autre, elles peuvent parfaitement fonctionner ensemble et l'une à côté de l'autre. Donc, l'une des premières explications sociologiques qui nous vient de Timothy Melly de l'Université de Miami nous dit que les théories du complot, c'est l'expression d'une crise de l'individu et de son autonomie, ainsi que son angoisse face au pouvoir croissant, technocratique et bureaucratique des administrations. En gros, l'individu se sent de moins en moins autonome, on se sent de plus en plus dirigé, contrôlé par tous ces espèces d'entités plus ou moins impersonnelles, que ce soit les bureaucrates, les administrations, etc. Et donc, l'individu devient parano, en quelque sorte, et puis développe ces différentes théories pour expliquer plein de choses. Une autre explication intéressante nous vient de Mark Fenster de l'Université de Floride. Et donc, pour lui, c'est le développement des théories du complot est le fruit du déclin de la société civile traditionnelle qui laisse désemparer les groupes les plus fragiles, notamment les personnes défavorisées. Là, on part du principe que la société telle qu'elle devrait être ne l'est plus, et certains groupes sont laissés pour compte, et généralement, c'est les plus défavorisés. Et donc, pour se ressortir de là ou pour trouver une explication, eh ben, on blâme certains groupes ou certaines personnes ou certaines entités. Enfin, on a Pierre-André Taguieff, qu'on ne présente plus, et qui nous dit que c'est un besoin de réenchantement du monde, une reconfiguration des croyances et d'une sublimation du religieux sous une forme sécularisée. En fin de compte, on construit de nouveaux mythes. Comme nos mythes religieux ont disparu avec la science et avec la sécularisation, eh ben on en trouve tout simplement de nouveaux parce que ça nous manque. Comme vous le voyez, ces trois explications, je les trouve très sensées et elles peuvent parfaitement être mêlées l'une à l'autre dans différentes situations. Justement, du fait où nous ne sommes pas complotistes, on peut parfaitement admettre qu'il y a plusieurs causes à quelque chose qui arrive et pas seulement une. Voilà. La prochaine fois, nous verrons un petit peu plutôt le côté psychologique, nous verrons un petit peu certains phénomènes, certains biais qu'on appelle les biais cognitifs. Je ne vais pas tout mettre dans le prochain parce qu'on n'y finira pas. Et puis, donc ça, ce sera le sujet ou ce sera la partie dont je parlerai d'ici une quinzaine de jours. Là, je vois les commentaires. Je vous écoute avec attention, Cyril, mais vous me faites trop réfléchir. Enfin, dites donc. Je suis d'accord avec vous, mais je vous ai envoyé quelque chose par mail. Le décryptage de la pandémie. On était 13 000, pas besoin de discuter maintenant. Merci à vous. Je n'ai pas reçu ce mail, Diana. Je pense qu'il faudra essayer de me le renvoyer parce que je ne le vois pas.
Il y a Lei qui me dit l'essor des réseaux sociaux et la multiplication des fake news rendent impossible la possibilité d'apporter un démenti audible à chacune des polémiques créées. Ouais, exact, oui, tout à fait. Oui, le temps d'apporter une réponse, ça fait tout simplement que la nouvelle, de toute façon, elle est partie beaucoup plus vite. Ouais. Et puis, oui, justement, il y a une certaine oisiveté. C'est quand même plus facile de croire à une solution simple. Mais ça, tout ça, en fin de compte, ça fait partie de la partie psychologique que nous allons voir d'ici une quinzaine de jours. Alors, je vous tiens en haleine une quinzaine de jours. Je suis presque sûr donc de vous revoir d'ici 15 jours pour continuer ce webinaire. Dans l'entretemps, je vous dis merci pour ce soir, merci pour vos commentaires, et puis je vous dis à d'ici une quinzaine de jours pour un nouveau webinaire, podcast. À bientôt. Au revoir. Cyril Malka, sans divan. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time.